Bonjour, merci d'être venu sur la deuxième journée l'après-midi, c'est toujours un peu plus dur. J'ai encore de la voix, donc on est pas mal. Sur les prochaines 20-25 minutes, je vais vous présenter très rapidement, ou en tout cas rapidement parce que le temps est raccourci, des informations sur les challenges et la manière de mener des investigations pendant un temps de conflit, et notamment en utilisant comme exemple ce qui s'est passé régulièrement et ce qui se passe toujours sur le théâtre de guerre en Ukraine. Et donc, à la fin de la présentation, vous pourrez me poser des questions si vous avez besoin. Il n'y a aucun problème. On va essayer de garder un peu de temps pour poser des questions. Hier, on en a eu pas mal. Donc, n'hésitez pas. C'est pas pour vous mettre la pression, mais ceux d'hier ont suivi et ont posé pas mal de questions. Donc, n'hésitez pas de la même manière à poser des questions. Alors, juste pour me représenter rapidement, mon nom c'est David Groux. Je suis ici basé en France. Si vous avez des enfants ou si vous aimez un peu tout ce qui est Marvel et comics en général, très simple, vous m'envoyez un email à iamgroot@google.com. C'est relativement facile de s'en souvenir. Donc je bosse dans la cybersécu depuis une vingtaine d'années maintenant. C'est pour ça que j'ai plus beaucoup de cheveux. J'ai des équipes techniques qui sont réparties un peu partout en Europe. Et je suis donc le CTO pour l'Europe, le Moyen-Orient, pour la société Mandiant. Donc Mandiant qui est un spécialiste en cyber-renseignement et en réponse à incidents. Juste pour vous donner une idée en termes d'activité, on va appeler ça comme ça. Aujourd'hui, on opère à peu près 1000 à 1200 réponses à incidents par an sur l'ensemble de la planète. Et on travaille sur la plupart des gros sujets sensibles. Très souvent, on communique assez peu sur le nom de nos clients, c'est eux qui le font, puisqu'on est dans des investigations qui peuvent être couverts d'un point de vue juridique ou d'un point de vue TLP quand on parle de la classification de l'information. Donc la présentation aujourd'hui et l'objectif pour moi, c'est vraiment de vous redonner un petit retour d'expérience sur ce que l'on fait en Ukraine. Je vais l'utiliser au présent puisqu'on est toujours engagé dans les discussions et dans l'accompagnement pour le gouvernement ukrainien et pour des entités qui ont des activités là-bas. Et l'objectif pour moi, c'est de découper la présentation en deux éléments. Un premier élément où je vais vous parler des difficultés d'investigation et en tout cas des challenges qu'on a rencontrés sur le terrain. Et une deuxième partie où je vais rentrer un petit peu plus dans le détail des techniques, des outils et des procédures utilisées par les attaquants. Ce qu'on a observé d'un point de vue macro, on pourrait y passer plusieurs heures, plusieurs jours, donc je vais rester sur un niveau assez high level, mais ça vous donnera quand même une idée de ce qu'on a pu observer et des grandes tendances que l'on a vu apparaître pendant l'ensemble du conflit ou même avant le conflit. Donc d'un point de vue engagement et d'un point de vue mobilisation, juste pour vous donner une idée en fait du dataset, comme on peut dire, s'il y a des gens qui font un peu de la data ici et de l'information qu'on a sur le sujet. On a mobilisé au plus haut de la crise environ 200 personnes à temps plein sur le sujet d'investigation et de renseignement pour le conflit en Ukraine. Pour vous donner une idée du volume d'activité de personnes, ça a représenté à peu près 20 000 heures d'activité business sur le terrain. Alors directement ou en remote, on reviendra tout à l'heure sur les méthodologies qu'on peut employer. Et on a accompagné pendant l'investigation et ou la rémédiation et ou l'éradication un peu plus de 35 entités gouvernementales, non gouvernementales, publiques et privées, ce qui nous a permis de récolter un certain nombre d'informations qu'aujourd'hui on publie soit à travers nos rapports de Threat Intel, soit à travers différents blogs que l'on a pu mener. Et pendant les 6 premiers mois du conflit, on avait aussi mis une page live sur laquelle on partageait les indicateurs de compromission, les marqueurs et l'ensemble des informations que vous pouvez collecter. En se basant sur l'ensemble de ces engagements, en fait, les principales difficultés qu'on a rencontrées pendant l'investigation, c'est d'abord une première qui paraît très triviale. Hein. Honnêtement, quand j'ai refait les slides et quand j'ai discuté avec mes analystes qui travaillent sur le sujet, je me suis dit, ouais, est-ce que je mets ça dans un slide ? Ça paraît vraiment un peu bête, ça n'a pas vraiment beaucoup de valeur. Et en fait, je me suis dit, bah non, ça fait 20 ans que je fais de l'investigation et je m'étais pas posé ces questions-là. Donc peut-être que ça a de l'intérêt de le partager. Et typiquement, une des problématiques qu'on a rencontrées, c'est la disponibilité des gens. Quand vous êtes sur un conflit, alors je vais aller plutôt dans l'autre sens. Quand vous faites de la réponse à incident classique, vous rentrez dans une salle, 50 personnes, tableau blanc, tout le monde court. Si vous dites va me chercher un disque dur, tout le monde va chercher un disque dur. Si vous dites j'ai besoin d'une pizza, tout le monde va chercher une pizza. Il n'y a pas de problème. En temps de conflit, on va se retrouver avec des gens qui n'ont pas l'électricité à un moment, donc ils peuvent pas mener d'investigation, qui tout d'un coup sont en train de mener une investigation, s'arrêtent net et doivent aller dans un abri anti-bombe.
et donc arrête aussi l'investigation tout de suite. Et donc d'un point de vue temporalité, d'un point de vue management et d'un point de vue discussion avec les analystes sur place, c'est un vrai challenge qu'il a fallu prendre en compte d'un point de vue culturel et d'un point de vue communication avec les gens avec lesquels on travaillait. Donc ça, c'est vraiment un élément clé qui est apparu pendant les investigations. Un deuxième point aussi qui me paraissait assez trivial, mais qui en fait est relativement intéressant quand on creuse un petit peu plus, c'est la confiance. Encore une fois, si je reviens sur une investigation plus classique, quand un client nous appelle ou appelle mes équipes pour mener de l'investigation, a priori, on travaille dans un climat de toute confiance avec un client qui nous demande de l'aide et de l'assistance. Quand on est dans une zone de conflit, on est, pas persuadé que la personne avec laquelle on travaille n'a pas quelque chose derrière la tête, puisque culturellement, on peut très bien avoir des Ukrainiens pro-russes, des Russes pro-ukrainiens, et vice-versa, et dans tous les sens. Et on a aussi une contrainte qui est apparue, que je vous montrerai tout à l'heure dans certaines techniques utilisées par l'attaquant russe, qui est la contrainte d'accessibilité physique aux éléments. Vous êtes dans un cadre d'invasion, certaines zones géographiques ont été conquises par un des belligérants, qui automatiquement a un accès physique et ou logique au réseau que vous êtes censé protéger. Ça change complètement la manière dont vous pouvez mener une investigation quand vous savez que le gars a son PC avec les bons credentials sur votre subnet et a des droits d'admin parce qu'il a récupéré les droits d'admin avec le gars qui était à côté de lui. Donc ça, c'est des choses qui sont pas courantes dans la manière dont on peut mener les choses et qui étaient intéressantes. Le dernier élément qui était intéressant pour nous aussi en termes de challenge et de difficulté, c'est tout ce qui tourne autour de l'outillage. Il faut savoir qu'on s'est aperçu assez rapidement que la plupart des entités, notamment gouvernementales, n'avaient pas d'Active Directory, utilisaient des logiciels plutôt anciens, avec beaucoup de CVE. On a eu aussi beaucoup de cas où les premiers niveaux de rémédiation avaient été effectués un petit peu à l'arrache, comme j'ai mis dans le slide. C'est je réimage une machine vite fait. Tips pour la suite, pour ceux qui ne dorment pas encore. Rappelez-vous de cet élément-là pour le slide qui va venir dans 4 ou 5 slides. Et on a vu aussi très régulièrement ce qu'on voit dans beaucoup de pays en développement et dans beaucoup de pays de la zone Est-Europe, mais pas que. Beaucoup de logiciels craqués, beaucoup de licences non payées et beaucoup d'OS extrêmement obsolètes. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que ça veut dire aussi qu'à un moment, quand on est attaquant, et on le verra tout à l'heure dans les techniques, il n'y a pas besoin d'aller brûler du carburant à sortir des choses 0D qui ont mérité 10 mois de développement avec des mecs super compétents, quand il suffit de faire 3 recherches dans GitHub pour trouver un exploit qui tape la CVE en conséquence. Si la CVE elle est là, que je peux la récupérer avec un Shodan ou juste en faisant un scan réseau et que je suis capable de savoir que la CVE est exposée sur un serveur Zimbra, j'ai pas besoin d'aller inventer la poudre et d'aller inventer une super technique innovante pour aller pawner mon adversaire. Et donc ça, c'est un élément qu'on verra tout à l'heure aussi dans ce que je vais décrire en termes de technique et d'outillage. Alors quand on regarde un petit peu le conflit en tant que tel, on a publié pas mal de rapports sur le sujet et une des choses qu'on a essayé de regarder, c'est quelle était la temporalité et les actions cyber en relation avec les actions kinétiques, donc les actions sur le terrain. On a tendance à penser en Europe qu'il ne s'est rien passé d'un point de vue cyber, tout simplement parce que nous, on n'a pas été touchés, donc on est extrêmement égoïste la plupart du temps dans notre approche. Si les entreprises ici n'ont pas d'impact, c'est qu'a priori, il ne se passe rien. La réalité, c'est que sur le terrain ukrainien et sur les frontaliers, il y a eu énormément d'activités, mais qui sont restées assez centralisées. L'idée principale, c'était qu'au départ, beaucoup de gens imaginaient avoir un NotPetya 2, un NotPetya 3, avec un truc qui devient écran bleu, qui permet d'être sur BFM TV en 24/7 et autres. On était sur d'autres types d'opérations qui automatiquement ont un peu moins d'impact médiatique et un peu moins de communication. En termes de phases, comme vous le voyez à l'écran, je ne vais pas toutes les reparcourir, mais de manière assez globale, on a vu des choses qui ont été phasées. Première phase, espionnage, prépositionnement, compréhension de la position aussi bien de l'Ukraine que de ses alliés en termes de prise de décision, en termes de géopolitique. Deuxième phase, technique et approche plutôt orientée sur des wipers et sur de la destruction pour déstabilisation pendant la première phase d'invasion. Troisième, quatrième et cinquième phase, récupération à base d'espionnage, attaque ciblée et en gros, je pense que j'ai rien oublié. Non. Et après le reste, retour des attaques destructrices un peu plus récemment, mais on reviendra dessus.
Ce qu'on a pu observer aussi et que l'on a documenté dans un des rapports, c'est l'utilisation du phishing de manière assez exponentielle. Vous avez ici quelques stats qui ont été déjà diffusées, donc vous pouvez retrouver directement sur des blogs que l'on a publiés, et notamment sur un rapport qui s'appelle Fog of the War, qui a été publié il y a quelques semaines, et qui vous permet de voir un petit peu les campagnes de phishing et les vagues de phishing qu'on a observées, qui ciblaient directement soit des domaines ukrainiens, soit des domaines militaires ou de défense chez les alliés de l'OTAN. Donc ça, c'est vraiment une grande tendance. L'utilisation du phishing est un véhicule qui est déjà classique, je dirais, ailleurs, et qui a été vraiment utilisé aussi pendant le conflit. Hop, désolé, il fait chaud et j'ai pas de cheveux pour me protéger. Donc, je vais découper en 3 grandes techniques qu'on a pu observer. Je vais vous donner quelques détails là-dessus dans le temps qu'on a. La première, c'est sur la partie attaque destructrice. Donc, on a vu énormément de wipers sur environnement OT et IT, avec les 2 modèles, IT pur, OT pur, et en fait un troisième, IT vers OT. Donc, c'est des choses qu'on a observées de manière assez régulière. On a vu un usage continu de ces capacités-là, avec des prépositionnements qui avaient été effectués plusieurs mois avant certaines attaques. L'objectif majeur, c'était vraiment une déstabilisation de l'ensemble des capacités étatiques, la plupart du temps, que ce soit de la télécommunication, du ferroviaire, de l'électrique. Ça reste des choses que l'on a vues à différents moments du conflit, puisqu'à un moment, quand on peut aller bombarder une centrale, il y a moins d'intérêt à aller la targeter avec du cyber. Il faut juste être cohérent dans son trade-off entre la difficulté et le challenge. Aujourd'hui, si j'ai accès physique à un élément, pourquoi utiliser le cyber? C'est pour ça aussi qu'on a vu pas mal de vagues sur les différents sujets. Les techniques utilisées, elles étaient relativement classiques, mais il y en a quelques-unes qui étaient intéressantes à creuser. On a des techniques utilisées sur le phishing, j'en ai parlé tout à l'heure, sur l'accès physique. J'en ai parlé aussi dans les zones qui ont été sous invasion, et sur un mix modèle des deux. Je fais une pause, comme ça tout le monde se demande qu'est-ce qu'il raconte. L'idée, c'est d'avoir un accès physique sur un réseau de confiance, et ensuite d'utiliser ce réseau de confiance pour envoyer du phishing à d'autres personnes avec qui je travaille normalement en confiance, qui vont ouvrir automatiquement les contenus de documents et les payloads associés. Si vous recevez demain un email d'un de vos partenaires quotidiens ou d'une entité institutionnelle française avec le bon nom de domaine, vous oubliez tout ce qui est DKIM, SPF, tout est légitime, ça vient d'un nom de domaine légitime, vous ouvrez la pièce jointe. Si en plus le contenu a de l'intérêt et parle du conflit, vous avez tout intérêt à regarder ce qui s'y passe, et derrière, il n'y a plus qu'à mettre un payload à l'intérieur qui va bien, et soit faire un foothold pour ensuite continuer l'attaque, soit récupérer de la data selon les différents besoins. Vous avez ici quelques exemples à l'écran de types de mails qui étaient partagés. Je peux pas vous les traduire comme ça en live parce que j'en ai aucune idée, mais qui m'ont été partagés par les analystes sur des preuves que l'on a récupérées sur le terrain. Il y a eu aussi l'utilisation de choses un peu plus classiques, du Metasploit, à titre d'exemple, mais pas que. L'attaque à travers les OS obsolètes. Et en termes de persistance, on a vu beaucoup d'utilisation des règles GPO et des tâches planifiées Windows. Ça reste classique, mais ça marche très bien quand c'est bien fait. Et donc là, ça marchait plutôt pas mal. Sur la partie payload de chiffrement, on a vu pas mal de familles différentes. Alors les noms, peu importe, parce que chacun donne le nom qu'il veut, soit des noms d'animaux, soit des noms de Pokémon, des noms de chevaux. Vous choisissez un peu ce que vous voulez. Donc nous, on a notre terminologie. Après, chacun fait un peu ce qui lui plaît là-dessus. Mais globalement, on a vu 2 grands types de campagnes. Des campagnes de chiffrement au niveau fichier, des campagnes de chiffrement au niveau MBR. Des fois les deux. Clairement, pas d'utilisation de volonté de falsifier du ransomware, mais vraiment de détruire de la data pure et dure. Donc utilisation, par exemple, je crois que dans l'écran, on doit avoir l'exemple de l'appel à l'API de génération de crypto Microsoft. Donc typiquement, génération d'une clé aléatoire, pas de récupération, pas de volonté d'aller demander une rançon ou quoi que ce soit, juste détruire les machines, les mettre en écran bleu, that's all. Donc c'est vraiment les types de techniques qu'on a vues. Ce qui est intéressant pour nous, en termes d'analyse et en termes de réflexion, c'est que c'est des choses qu'on a vues, qu'on voyait déjà. On avait déjà vu un certain nombre de wipers, on avait déjà documenté des choses sur Industrieur par exemple, ou d'autres éléments. On parlait tout à l'heure,
Enfin, je parlais tout à l'heure de NotPetya. Là, on a vu tout d'un coup un côté exponentiel. Alors même s'il y a des matheux qui vont me dire que c'est pas du tout exponentiel d'un point de vue formule mathématique, mais on a vu une multiplication du nombre de wipers par rapport à ce qu'on avait pu voir dans les dernières années. Donc ça nous a donné aussi pas mal de matériel en termes d'investigation et de reverse sur les techniques utilisées, les méthodes d'approche, les méthodes de persistance, les méthodes de chiffrement et toutes les choses de ce type-là. Le deuxième élément que je voulais mettre en avant, même s'il y a un numéro 3 sur le slide, mais c'est juste parce qu'on est à la troisième partie de la présentation, mais c'est le deuxième élément après les wipers, c'est tout ce qui est campagne de cyberespionnage, qui ont été actives avant, pendant et qui sont toujours actives aujourd'hui d'un point de vue opération. Et on voit clairement que l'idée globale a été de faire un certain nombre d'objectifs. Le premier objectif étant l'anticipation de la réponse et des postures diplomatiques. Donc plutôt du cyberespionnage en dehors des frontières de l'Ukraine, plutôt pour les alliés de l'OTAN et plutôt en amont de l'invasion. Et après j'arrête de dire plutôt, ça fait un peu trop. On a vu aussi pas mal de cyberespionnage avec des buts ou un but de déstabilisation et un but de cartographie ou de compréhension des présences de population. Donc les Russes notamment, on voit quelques groupes sur le côté APT28, APT29, UNC 2179 ou autres, ont vraiment mené des campagnes massives de récupération de data. Après, pour en faire quoi, ça peut être une autre question, mais il y avait une vraie volonté, il y a eu et il y a toujours une vraie volonté de récupérer énormément d'informations, que ce soit des informations télécom, finances, gouvernementales, sur les écoles, les universités et autres types de cibles. Ce qui a été intéressant et que je mets aussi ici dans le slide, c'est la présence d'autres acteurs qui ont été beaucoup plus low radar, moins de signaux, mais qui étaient présents quand même et qu'on a découvert. Alors les Biélorusses, bon, pas trop de surprises. Ils étaient déjà là même en amont avec notamment UNC 1151, Ghostwriter pour les gens qui ont déjà lu un peu sur ces sujets-là en termes d'influence sur la position de l'OTAN dans les régions des pays de l'Est. Mais on a vu aussi apparaître les Chinois. On voit quelques groupes chinois là sur le slide. Donc il doit y avoir de mémoire Tonto Team et quelques autres comme Tempex, si je me souviens bien, qui étaient aussi présents et qui sont présents pour récupérer de l'information, comprendre ce qui se passe, plus un petit peu en mode visiteur. Je suis là et je regarde un petit peu l'actualité et qui fait quoi et comment. En termes de techniques utilisées, j'en ai pris deux. Et tout à l'heure, j'ai dit, souvenez-vous de mon premier slide. Vous vous rappelez, hein? Donc j'ai dit, souvenez-vous de mon premier slide. Deux techniques. Une qui est un peu old school, mais qui marche super bien. C'est l'utilisation de backdoor pour du robocopie sur clé USB et sur périphérique extérieur. Ça marche encore mieux quand après, en plus, vous avez accès physique aux machines. Donc on revient à ce que je disais au début. Et le deuxième exemple qui est vraiment intéressant par rapport à tout ce que j'ai donné comme challenge au départ, vous l'avez sur l'écran ici, là, donc sur votre droite à vous quand vous regardez l'écran, c'est l'utilisation en fait de faux ISO d'operating system qui sont pwnés directement avec un payload à l'intérieur de l'ISO sur des torrents ukrainiens. J'ai dit tout à l'heure, si quelqu'un se souvient, rémédiation à l'arrache. 3615, c'est pour les vieux, 3615, je vais chercher une ISO pour réinstaller un Windows, vite fait, bien fait. La plupart des sites ukrainiens ou russophones dans une période du conflit avaient des ISO qui étaient vérolés de base, avec du contenu qui permettait d'avoir un accès immédiat pour aller redescendre la deuxième partie du payload ou le deuxième stage d'attaque. Donc plutôt intelligent, pas dingue d'un point de vue technique, mais plutôt intelligent en termes de temporalité, de positionnement. Le dernier élément que je voulais partager avec vous aujourd'hui, et je pense que comme ça on aura du temps pour prendre un petit peu de questions, c'était la notion de lutte informationnelle. Donc on a vu aussi et on voit toujours énormément de choses sur la lutte informationnelle ou sur l'influence au sens large du terme. Alors là, il y avait une vidéo, mais j'ai abandonné parce que ça marche pas, on sait jamais. Donc je vais vous faire la vidéo moi-même. Vous l'avez peut-être tous vu, c'est le deepfake avec le président Zelensky qui dit que l'Ukraine dépose les armes. Donc c'est à peu près en mars-avril de mémoire, juste après le début de l'invasion et du conflit. Et globalement, le deepfake en lui-même, il est pas super bien fait,
Mais il faut imaginer que vous êtes dans une zone où vous avez plus de communication, il y a l'électricité qui vient et qui part de manière assez irrégulière. Et donc le seul canal de communication que vous avez, c'est ce qui vous tombe à l'instant T. Et donc vous êtes dans un positionnement psychologique où vous vous posez moins de questions sur la crédibilité de l'information. Et c'est là que c'est un peu compliqué, c'est qu'il faut sortir de la culture occidentale qu'on a quand on est derrière son bureau à Paris ou à Lille et se mettre dans l'idée d'être sur place et de recevoir cette information-là. Et donc on a vu des campagnes de ce type-là. On a vu notamment la Russie travailler sur 3 grands sujets qu'on voit sur la petite infographie du bas. C'est premier élément d'influence informationnelle, c'est l'influence à l'intérieur de la Russie. Garantir, montrer, prouver que l'ensemble des opérations se déroulent comme elles étaient prévues, que tout va bien dans le meilleur des mondes et qu'on est dans la bonne approche. On a vu aussi l'effet inverse sur la zone ukrainienne, communiquer de l'information qui montre à l'Ukraine que l'État va capituler ou a déjà capitulé et tout autre type d'influence psychologique sur les citoyens. Et vous avez ensuite tout ce qui touche aux borders, donc aux frontières et aux pays frontaliers ou pays alliés, avec les tentatives d'influence sur de la narrative très souvent orientée autour de l'OTAN et de la position de l'OTAN ou des positions de l'OTAN par rapport au conflit. Donc c'est ce qu'on a vu de manière assez régulière et assez répétée. Et on a aussi documenté pas mal de choses et tech donné pas mal de contenu. Comme je dis souvent, qui peut le plus peut le moins. On disait tout à l'heure pour le phishing, si j'ai la main directement sur le serveur, je peux envoyer des mails, c'est plus facile, vous allez les ouvrir. Si je suis capable aussi de faire de la mésinformation, pourquoi pas l'utiliser aussi pour pousser des payloads et pawner des victimes. Là, vous avez un exemple concret où on allie un peu tout ça, on fait une recette, on met dans le Thermomix et on cherche, on sort le résultat. On a quelqu'un qui utilise un PC pawné sur un domaine de confiance, qui envoie une information complètement fausse sur des tentatives d'attaques terroristes sur des zones spécifiques en Ukraine, et qui, pour terminer, ajoute un inject RTF à l'intérieur du document pour être sûr de pouvoir en plus toucher la machine et avoir un foothold sur la machine de la victime. Donc là, on a fait un petit 3 en 1, phishing, influence informationnelle, des positions ou positionnement d'un outillage qui va permettre de revenir ensuite pour aller déposer d'autres types d'outillage. Quelques exemples de ce qu'on a fait en interne en termes de lutte contre l'influence. Donc ça vient encore une fois du rapport qui s'appelle Fog of the War, qui a été publié il y a un petit peu moins de 3 semaines, un mois, dans lequel on a partagé de manière chiffrée les opérations qui ont été menées par les différentes entités, que ce soit à travers le tag group de Google ou à travers les équipes de mendiantes Threat Intel. Et on a tech donné ou perturbé un certain nombre de groupes ou d'activités, que ce soit sur des réseaux sociaux, des réseaux de communication, des réseaux de partage de vidéos ou des choses de ce type-là. Donc là, vous avez un exemple sur lequel, entre janvier et décembre 2022, on a réussi à bloquer ou à interrompre 1950 opérations d'influence ou de tentatives d'influence. C'est un des exemples de l'activité qu'on faisait en back-end et qu'on fait toujours en back-end pour le conflit. Encore une fois, pas que les Russes. Il y a d'autres acteurs qui ont un intérêt potentiel aussi à utiliser les mêmes narratives. Donc vous avez l'exemple ici d'une autre campagne qu'on a documentée dans un blog qui s'appelle Dragon Bridge, qui est une campagne menée par la Chine, pardon. Et la Chine a utilisé de manière opportuniste le conflit en regardant et en disant un petit peu grosso modo quels seraient les éléments de narrative déjà utilisés par les Russes qui iraient bien dans la philosophie que nous on prône aussi et dans notre doctrine, et pourquoi pas les amplifier, les modifier ou en faire quelque chose pour les utiliser et que ça nous serve dans nos objectifs. Donc là, typiquement, c'est la récupération de communication de propagande russe, donc la photo que vous voyez sur l'écran, avec notamment des gens qui sont complètement anti-Covid et tout. L'idée principale pour la Chine, c'est de propager l'idée et l'information que les États-Unis développent des laboratoires d'armes biochimiques à différents endroits dans le monde et utiliser l'Ukraine comme étant une base arrière de développement d'armes biochimiques.
Donc on est toujours dans cette idée de narrative utilisée par les acteurs. Alors que retenir de ces investigations, et ça sera ma conclusion avant de prendre les quelques questions qui pourraient arriver. Donc globalement, les choses qu'on voit vraiment, je vais pas les prendre dans le même ordre que le slide, mais un peu pêle-mêle. On voit que la première difficulté et le premier challenge, ou la première chose à bien voir quand on mène ce type d'investigation, c'est comment on applique une méthodologie et comment on déploie les opérations dans une zone de conflit sur laquelle on peut avoir des contraintes d'électricité, des contraintes de people. Donc de pouvoir utiliser du matériel qu'on projette au sens remote du terme peut avoir un grand avantage, puisqu'on ne peut pas aller chercher un disque dur dans une zone qui est en combat, par exemple. Donc c'est quelque chose qui a de l'intérêt. Construire et documenter les canaux de communication est aussi clé. Alors c'est vrai dans tout, hein, c'est pas vrai que pour le conflit. Je vais vous donner un exemple de sociétés avec lesquelles on travaille et je vous donne la liste des noms. Non, je rigole. Sur la communication, quand vous êtes victime d'une attaque ransomware, on n'y pense pas souvent, mais quand tout est down, aujourd'hui vous avez plus de téléphonie IP, vous avez plus d'email, et donc juste faire une réunion, en fait, c'est un cauchemar. Et donc ça, c'est dans le conflit, je dirais extrapolé. Vous devez trouver des moyens de communiquer avec les gens, de partager de la data, de partager des logs, de faire des réunions régulières, de partager du retour d'informations. Et juste imaginez, je vous dis là maintenant, vous n'avez pas de téléphone, pas d'email, on coupe les lecs, et à partir de maintenant, on regarde comment on mène une investigation. Sachant qu'au lieu d'être ici sur le on stage, je suis à 4000 bornes, et maintenant on essaie de travailler ensemble. Donc ça, c'est un vrai challenge. L'autre élément qu'on a retenu et qui a été vraiment une valeur ajoutée pour nous, c'est que beaucoup des groupes qu'on a observés sur le terrain étaient des groupes qui existaient déjà et qui avaient déjà mené des opérations dans les dernières années. Donc APT28, APT29 pour les groupes russes bien connus, et puis il y en a d'autres un peu moins connus qui font un peu moins la une régulièrement. Mais le fait de connaître leurs techniques, leurs outils, leurs infrastructures, la manière dont ils relaient sur les infrastructures a été aussi un élément clé dans la vitesse de réaction et dans la vitesse de mise en place de rémédiation ou de posturing de sécurité. C'est vraiment des éléments qui ont été importants pour nous. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous sur le temps qu'on avait aujourd'hui. J'espère que ça a été intéressant pour vous. Et puis je reste ouvert pour différentes questions si vous en avez. Merci encore pour votre temps. Merci Monsieur Groot, merci pour votre conférence. Je vais aller chercher un micro afin de pouvoir le faire circuler parmi le public et nous allons pouvoir entamer la session de questions-réponses. Quelqu'un souhaite-t-il prendre la parole ? Une question, une précision ? Oui ? Devant et derrière. Ah, vous avez raison, je n'avais pas vu. Pardon, madame. Du coup, dans les environnements où vous n'avez pas justement, où c'est compliqué, parce qu'avec les pannes d'électricité... Rapprochez votre micro que l'on vous entende bien. Avec les pannes d'électricité, comme vous avez indiqué, quelle solution vous avez mis en place ? Alors les solutions, après, elles sont relativement classiques, hein. On attend de récupérer de l'électricité. On travaille avec les mobiles. Donc on a eu pas mal d'investigations où on nous envoyait des photos de logs ou des choses de ce type-là. Et puis après, on attend pour essayer d'avoir un générateur ou de l'électricité qui revient. Ce qui est un peu embêtant, en fait, c'est pas tellement de ne pas avoir accès à la data, c'est qu'on perd tout ce qui est real-time memory. Parce que les onduleurs font des shutdowns. Et notamment dans de l'investigation périmétrique, surtout après sur les OS, c'est un peu différent, parce qu'on peut retrouver d'autres artefacts. Mais sur de la périmétrie, il nous manque un morceau d'information à un moment parce que ça shutdown et on perd ce qui est en mémoire. Donc ce qui est le plus embêtant, en fait, c'est la perte de data. D'accord. Et deuxième question. Au niveau de la guerre informationnelle, est-ce que vous avez constaté que ça marchait ou pas ? Alors ça, je sais pas répondre. Il n'y a en pas fait, de métrique, il n'y a pas de... Il n'y a pas de métrique qui permet de savoir si les gens ont été impactés ou pas. Aujourd'hui, ça fait partie de la doctrine globale de la plupart des pays d'utiliser la partie informationnelle dans un conflit global. La Russie l'a documenté dans son approche. Donc je pense qu'il y a un sens à le faire. Maintenant, de pouvoir le mesurer, aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait de métriques qui permettent de le mesurer. Donc c'est compliqué de répondre oui ou non. J'aurais tendance à dire quand même oui. On a vu un cas par exemple qui me revient en tête, alors qui vient pas de chez moi, enfin de chez nous, mais qui est un cas d'attaque en déni de service
plus du phishing associé sur les institutions bancaires. Donc en gros, c'était une attaque en 2 phases, des DOS sur l'ensemble des institutions bancaires ou sur une partie des ATM, retrait bancaire, envoi de phishing, de mass SMSing sur l'ensemble de la population, de dire qu'il faut aller retirer l'argent parce qu'on est en conflit et que l'argent va pas être sécurisé, mouvement de foule pour aller récupérer de l'argent face à des automates qui ne sont pas disponibles. Et donc là, on met dans un climat d'inconfort complet une population. Ensuite, le mesurer, je ne sais pas le mesurer. Ok. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord une précision, j'ai pas d'acquaintance particulière pour les pays de l'Est, mais je suis juste surpris que vous n'ayez pas eu de traces de l'OTAN, des États-Unis sur ces serveurs de l'Ukraine. Écoutez, à ma connaissance, non. Oui. Alors bonjour, oui. Bonjour. Au niveau des habilitations pour intervenir, ça se passe comment? C'est au niveau de l'OTAN, c'est citoyen US, ça se passe comment? Alors honnêtement, je sais pas répondre parce que ça dépend de où est-ce qu'on intervient. Ça dépend si on intervient sur une entité qui est plutôt étatique, sur une entité qui est une critical infrastructure, sur une boîte qui a une filiale dans le pays. Ça dépend des différents sujets. Donc il peut y avoir différents types d'accréditations qui sont des accréditations soit au niveau de la corporation, soit au niveau de la personne. Donc c'est assez dépendant en fait du type d'investigation qu'on peut mener, que ce soit là pour l'Ukraine ou en général. Hein, quand on mène une investigation ici sur le territoire français, par exemple, selon l'entité qui nous mandate, le niveau qui va nous être demandé en termes de certification peut être complètement différent. Donc là, par exemple, dans le cas de figure de ce que vous nous avez présenté, il y a encore un niveau de confidentialité auquel vous, par exemple, vous n'avez pas eu accès. Ah oui, oui, clairement, D'accord. clairement, il y a des choses aujourd'hui. Alors, je ne saurais pas détailler dans quelle partie des éléments, mais il y a des choses qui sont purement étatiques, comme on a dans plein d'autres pays, qui sont accessibles uniquement par les citoyens locaux, qui ont le bon niveau de clearance local. Ça, typiquement, c'est des choses sur lesquelles on ne pourra pas intervenir, que ce soit là en Ukraine ou dans un autre pays, en France, en Europe, aux États-Unis, en Asie ou en Afrique. À partir du moment où on est sur une confidentialité de type secret défense avec citoyenneté et positionnement, c'est pas dans notre giron, on n'intervient pas sur ces éléments-là.